fait de mon fils? S'il vous plaît. Qu'avez-vous fait de mon fils? Qu'avez-vous fait de mon fils? Où est-il? Où est mon enfant? N'oubliez jamais que vous avez laissé mon fils se faire dévorer par les rats dans vos frigos. 1178 personnes réclament des réponses, John. On vous lâchera pas. Doit-on creuser nous-mêmes le sol à la petite cuillère? C'est l'histoire d'un drame macabre, orchestré par un triste clown. Si l'un de vos proches décède dans le Colorado, la maison funéraire Return to Nature est là pour s'occuper de vous. Personne n'aurait jamais pu imaginer le terrible secret de ce funérarium. Il y avait des corps en décomposition empilés partout les uns sur les autres. La priorité est à l'enquête et aux victimes. Des dizaines de corps étaient entassés sur mon fils. Et on l'a laissé pourrir là pendant 4 ans. Je pense que ce sont des cendres humaines. Mais je doute que ce soit celle de mon fils. Où est-il? Quant à ses propriétaires, on peut dire qu'ils cachaient bien leur jeu. Apparemment, il était aussi humoriste. Il faut être sacrément dérangé pour menacer des femmes avec un fusil d'assaut. Il présente toutes les caractéristiques d'un psychopathe. Il s'abritait derrière cette façade. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça à mon grand frère? On n'avait aucune piste. Où étaient John et Carrie? Ils ont kidnappé mon fils. J'avais encore jamais vu ce type de guêpe. J'adore observer les insectes ici, les criquets notamment. Et les guêpes, et les fourmis. Ouh, ça me fascine. Oh, on a même droit aux chevaux. Génial. Ouais, comme je dis parfois, je devrais faire payer un supplément pour ça. Je m'appelle Emily Miller. Je suis directrice de pompes funèbres et j'ai ouvert une réserve funéraire dans le Colorado. Il s'agit en d'autres termes d'un immense cimetière naturel de 32 hectares. L'idée, c'est d'offrir aux visiteurs tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une réserve naturelle, mais aussi d'un lieu de repos éternel. Ici, nous proposons des obsèques vertes, et donc tout est biodégradable. Nous n'utilisons pas de produits chimiques pour embaumer, ni rien qui puisse empêcher le corps de retourner à la poussière de manière naturelle. Comme en témoignent les plantes qui poussent sur les tombes et qui viennent nourrir la vie après la mort. Le marché des obsèques vertes est en plein essor aux États-Unis. Une étude récente révèle que 60% des moins de 40 ans pourraient être intéressés par cette option le moment venu. C'est dans ce contexte, il y a quelques années, qu'une maison funéraire écologique baptisée Return to Nature a vu le jour dans le Colorado. Bienvenue à Return to Nature. Voici la chambre funéraire. Tu m'as fait peur. C'est vraiment pas confortable. Return to Nature appartient à John et Carrie Alford, un couple marié qui revendique fièrement son approche moderne des pompes funèbres. Viens t'allonger, viens. Non. Allez. Je m'appelle John Alford. Je suis le co-directeur de la maison funéraire Return to Nature. Je poursuis la tradition familiale. John a grandi dans ce milieu. Son père dirigeait un funérarium à Wagoner, dans l'Oklahoma. Viens. Non, merci. Tu refuses? Moi, c'est Carrie Alford. Je suis la co-directrice de cette maison funéraire et je n'ai pas grandi dans le milieu des pompes funèbres. C'est mon mari qui m'a mis le pied à l'étrier. Je suis pas ton premier directeur de pompes funèbres. J'avoue, Oui. Dis la vérité. je sais pas, il faut croire que ça m'attire. Apparemment.
Tous les deux ont déjà été mariés avant. Et ils ont ouvert Return to Nature en 2017. On avait décidé, bien avant que les obsèques vertes ne deviennent à la mode, d'ouvrir notre propre établissement parce que nous étions fermement convaincus de pouvoir offrir un meilleur service que n'importe lequel de nos concurrents. Et honnêtement, je le pense toujours. Je m'appelle Angelica Stedman, je vis à Pueblo, dans le Colorado. Chanel, ma fille, était très dynamique depuis toute petite. Elle adorait jouer dehors. Elle s'était construit une cabane. Un jour, je me rappelle, un porc-épic est entré dans sa cabane. Vous l'avez chassé? Oui, on l'a remis en liberté. Il était plus effrayé que nous, le pauvre. Ma fille était une jeune femme magnifique. Chanel est décédée le 23 novembre 2019. Je l'aime si fort. Et elle me manque beaucoup. C'était important pour moi de trouver une maison funéraire qui s'occuperait bien d'elle. C'est comme ça que je suis tombée sur Return to Nature, qui proposait la crémation dans ses services. Quand j'ai rencontré John et Carrie Alford, ils m'ont paru sérieux. Je les ai trouvés professionnels et très à l'écoute. Et ça m'a rassurée. Ils m'ont aidé à organiser une petite cérémonie. C'est John Alford lui-même qui a officié. Il avait vraiment pensé à tout. Il n'y avait rien à redire sur leur travail. Ça, c'est... Oh là là, Charlie le chat par Zach de Wolf. Charlie le chat n'avait peur de rien, même pas des chiens. Jusqu'à ce qu'il croise la route de la méchante souris et qu'elle le réduise en bouillie. Je m'appelle Heather de Wolf, j'ai 3 garçons. Zach était l'aîné. Si je devais le décrire, je dirais que c'était un rebelle, avec un cœur en or. Non, mais cette photo, elle est énorme. On dirait un vieux grand-père anglais là-dessus. Quand Zach nous a quittés en 2020, un membre de la famille m'a recommandé les services de Return to Nature. L'argument décisif pour moi, ça a été quand ils m'ont promis de planter un arbre en souvenir de Zach dans la forêt de Pikes Peak. J'ai aussitôt été séduite parce que ça m'a rappelé la fois où Zach et moi, on avait planté des arbres ensemble. C'est un de mes souvenirs préférés avec mon fils. Personnellement, je voulais que Zach soit incinéré. J'ai donc appelé les Alford, qui ont été adorables. J'ai expliqué mon cas, ils m'ont rassurée, et quand on a raccroché, j'ai fondu en larmes, parce que j'étais convaincue qu'ils allaient bien s'occuper de mon fils. Je vous présente mon fils David. J'adore cette photo de lui. Il a l'air si insouciant et tranquille, je trouve. Et ça aussi, c'est lui. C'est un échantillon des cendres de mon fils. On nous a remis les cendres de mon fils quelques jours avant ses obsèques, fin octobre. Et j'ai ressenti une forme de soulagement, parce que David avait tellement souffert. C'était comme si, désormais, il allait enfin pouvoir souffler et se reposer. Je suis partie à l'aventure à travers tous les États-Unis. Et j'ai répandu ses cendres dans les plus beaux endroits. Je voulais qu'il soit le premier à voir le soleil à Acadia, dans le Maine.
et le dernier à voir le coucher du soleil à Olympia, dans l'État de Washington. Au fond de moi, cependant, je sentais comme un obstacle qui empêchait mon fils de trouver la paix. Depuis, d'autres parents m'ont confié avoir eux aussi ressenti la même chose. On ne savait pas encore pour les corps, mais on le ressentait. En apparence, tout semble réussir Walford, dont l'activité se déploie désormais sur 2 sites. Et puis voilà qu'au printemps 2023, le vernis craque. Quelque chose cloche sur le site de Penrose. J'ai commencé à me poser des questions quand j'ai remarqué que la propriété n'était plus du tout entretenue. On aurait dit un terrain vague avec une maison à l'abandon. Le parking était rempli de mauvaises herbes. J'ai alors envoyé un mail à John pour dire « Salut, j'ai une proposition très honnête à te faire. Je veux bien désherber ton parking si tu me laisses utiliser certains de tes équipements extérieurs. » Il m'a répondu 2 jours plus tard « Impossible. Depuis le 1er avril, le bâtiment est loué. Je te remercie de ton offre, mais malheureusement, je ne peux pas te dépanner. » Je m'appelle Tyler Cunnington. Je suis journaliste à Colorado Springs pour KRDO 13 News, une filiale de ABC. Dans la soirée du 3 octobre 2023, une source anonyme a averti la chef de notre équipe d'investigation que le bureau du shérif du comté de Fremont s'apprêtait à perquisitionner la maison funéraire Return to Nature. Apparemment, plusieurs personnes résidant à proximité de la propriété s'étaient plaintes. Elles avaient alerté la police en disant « Ça sent bizarre. On sait bien que c'est un funérarium, mais... » D'après une plaque apposée à l'entrée, c'était maintenant un atelier de taxidermie, ce qui pouvait expliquer cette odeur étrange et nouvelle. Quoi qu'il en soit, ces plaintes ont fini par remonter jusqu'aux autorités fédérales. Et plus précisément jusqu'à l'Agence de réglementation des sociétés du Colorado, qui gère un vaste éventail d'entreprises dont les maisons funéraires font partie. Ils ont donc contacté John Alford pour dire « Nous avons reçu des plaintes. Nous aimerions vous rencontrer et effectuer une visite de votre établissement. » John Alford aurait répondu « Ok, pas de problème. » Mais quand les gens de l'agence se sont présentés le lendemain, soit le mercredi 4 octobre, il n'y avait personne sur place. Ils ont donc demandé un mandat de perquisition et, le soir même, ils sont retournés sur place. Quand ils ont ouvert la porte, ce qu'ils ont découvert à l'intérieur est à peine imaginable. Un véritable cauchemar. L'horreur. Personne ne s'attendait à une chose pareille. Ce soir, la petite ville de Penrose, à peine 3000 habitants, est le théâtre d'une immense tragédie. On était sur place, on était les premiers sur le coup et, apparemment, quand la police a ouvert la porte, la maison était remplie de corps empilés partout, les uns sur les autres. Et le sol était entièrement recouvert d'une épaisse substance brunâtre qui était en fait un mélange de matière en décomposition, de fluides corporels, de sang et j'en passe. Tout le monde a alors reçu l'ordre d'enfiler une combinaison spéciale. Le bâtiment était vraisemblablement contaminé. Je crois que de toute ma vie, je n'oublierai jamais ce jour-là et notamment toutes ces nuées de mouches qui volaient dans tous les sens, ainsi que cette odeur atroce que je ne connaissais pas mais qui était identifiable. C'était la première fois que j'y étais exposé et je m'en souviens encore. 2 jours plus tard, le shérif a donné une conférence de presse. Une enquête est en cours. Aucun suspect n'a été arrêté. Et nous préférons éviter toute spéculation sur les coupables potentiels.
La priorité est à l'enquête et aux victimes. Un journaliste lui a demandé « Avez-vous parlé au propriétaire ?» Et le shérif a dit « Oui ». Et est-ce qu'ils ont coopéré? Il a répondu « Jusqu'ici, oui ». C'est tellement horrible. La mort n'est jamais belle à voir. Et c'est justement le rôle des maisons funéraires de tout mettre en œuvre pour permettre aux familles de garder une belle image des défunts. Autant dire qu'une tragédie comme celle-ci soulève un tas de questions. Que se passe-t-il réellement en coulisses? Et surtout, comment en est-on arrivé là? Légalement, les maisons funéraires sont tenues de respecter un protocole quand elles reçoivent un corps. Il faut les embaumer, les placer en chambre froide, les confier à la science parfois, ou les incinérer. Il y a tout un ensemble de règles à respecter dans les 24 ou 48 heures suivant le décès. Sinon, très vite, vous vous retrouvez avec des corps en décomposition. Return to Nature était censé être une maison funéraire écologique. Donc le plus souvent, ils n'embaumaient pas les corps, qui étaient majoritairement destinés à la crémation. Toutefois, comme ils ne disposaient pas de four crématoire, ils étaient obligés d'entreposer les corps en attendant qu'ils soient transférés et incinérés ailleurs. Autant dire qu'ils se devaient de posséder des chambres froides en parfait état. Or, d'après les enquêteurs, c'était très loin d'être le cas. Je m'appelle Blanca Eberhardt, je suis thanatopractrice depuis 20 ans et je travaille entre autres pour l'État du Colorado dans les situations d'urgence. Vous avez peut-être déjà vu la chambre froide d'un restaurant avec sa lourde porte métallique. John Alford disposait de 3 chambres similaires dans ses locaux, dont aucune ne fonctionnait. Il n'y avait pas de compresseur, pas de système de réfrigération, il n'y avait que les caissons en fait. Et ces caissons étaient remplis de corps, empilés comme ça, les uns sur les autres. La question qu'on se pose d'emblée, c'est pourquoi il a fait ça? Pourquoi il gardait ces corps? D'après la police, il y avait au moins 115 corps à l'intérieur et la priorité à présent était de les identifier. Ils ont donc commencé à les examiner et à prévenir les proches des victimes concernées. Je me rappelle avoir vu passer un flash aux infos, comme quoi 115 corps avaient été découverts dans une maison funéraire de Penrose dans le Colorado. Aussitôt, je me suis demandé, je connais qui? Évidemment, j'ai pensé en premier à mon fils, mais ça faisait 4 ans qu'il était mort. C'était impossible qu'ils aient retrouvé son corps. J'étais loin d'imaginer la complexité de toute cette affaire. On m'a appelé le 24 octobre pour me dire que mon fils avait été identifié parmi les victimes. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing au ventre. D'après le médecin légiste, le corps de mon fils avait été abandonné à l'air libre. Il avait été extrait de son sac mortuaire, sûrement par John Alford, puis mis dans une chambre froide hors service. D'autres corps avaient été entassés par-dessus, et on l'avait laissé pourrir là pendant 4 ans. La manière dont on a traité son corps et dont on l'a abandonné, c'est de la profanation pure et simple. On a souillé son corps, mais aussi son âme. J'ai pas les mots. Quand j'ai découvert que mon fils faisait partie des victimes, j'ai réalisé que les cendres que je portais sur moi depuis 4 ans n'étaient pas les siennes. Ça ne peut pas être lui. Ce sont les cendres de quelqu'un d'autre. Et on ne saura jamais qui. Parce qu'une fois qu'un corps a été incinéré, son profil ADN est détruit. Les conséquences de cette tragédie sont effrayantes. Toutes les personnes ayant fait appel à Return to Nature pour une crémation se demandent désormais si les cendres qu'on leur a remises sont bien celles de leurs proches. Et pire encore, d'après une découverte faite par les enquêteurs sur place, il se pourrait que les cendres remises aux familles ne soient même pas des cendres.
La police a retrouvé des sacs de ciment rapide à l'intérieur des locaux, ainsi qu'une broyeuse à ciment. Et donc, d'après les enquêteurs, mais aussi les familles, il est fort probable que les Halford aient broyé du ciment et s'en soient servis pour remplir les urnes et les sacs censés contenir les cendres des personnes incinérées. D'après les journaux, la plupart des familles avaient probablement reçu du ciment. Plusieurs personnes nous ont donc recommandé de faire un test et de mélanger la matière à de l'eau pour voir si ça durcissait. Le problème de ce test, malheureusement, c'est qu'il permet de répondre à une question, mais pas à toutes les autres. À la sortie, les familles ne sont pas plus avancées. Le fait d'avoir du ciment ne fait que soulever à nouveau cette question terrible, à savoir, où est passé le corps de la personne que j'aimais? À la limite, si on était sûr de posséder des cendres, ça permettrait à la plupart d'entre nous de trouver une forme d'apaisement. Bien sûr, ça ne nous dirait toujours pas de qui proviennent les cendres, mais ce serait plus humain. J'ignorais si les cendres qu'on m'avait données étaient bien des cendres. Était-ce ma fille ou du ciment? Aucune idée. J'ai donc pris une petite quantité de cendres, j'ai mis ça dans un pot en verre et j'ai versé de l'eau par-dessus. Puis j'ai attendu et ça a durci, comme du ciment. C'est comme ça que j'ai su que c'était pas des cendres. Ça m'a fait l'effet d'un couteau qu'on remue dans la plaie. Où est ma fille? Quand le scandale a éclaté, on a décidé de faire un test pour savoir si notre sac contenait lui aussi du ciment. On l'a donc ouvert pour extraire une partie de son contenu. Et on s'est aperçu alors qu'il y avait un élément solide au milieu. Imaginez notre surprise. C'était quoi? On dirait un bout de charnière qui se visse. On a retrouvé des rondelles métalliques dont j'ignore l'origine. Ce que je sais, en revanche, c'est que mon fils n'avait aucun dispositif métallique dans son corps. On ne saura jamais si les cendres qu'on possède sont bien celles de Zach. Mais il y a peu de chance. C'est ignoble, ça me met hors de moi. Parce que... comment ils ont pu faire ça à mon grand frère? Comment ils ont pu? Je suis sûre qu'on m'a donné les cendres d'un autre. Je pense que ce sont des cendres humaines. Mais je doute que ce soit celles de mon fils. Et si c'est le cas, où est mon fils? Et qui a ces cendres? Tandis que des centaines de familles s'interrogent, les médias reportent alors leur attention sur les responsables présumés de cette tragédie. Les propriétaires de Return to Nature, John et Carrie Halford. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils s'étaient montrés coopérants. L'opinion publique, elle, s'interroge. Alors que la police scientifique continue d'identifier les corps et de prévenir les familles, beaucoup d'entre elles commencent à se demander où sont John et Carrie et pourquoi on ne les arrête pas. Ce qu'ils ont fait est abominable. Il faut préciser qu'entre-temps, le nombre de victimes a été revu à la hausse. Finalement, il n'y avait pas 115 corps dans la maison, mais 189. Nous savions qu'une enquête était en cours au sujet des conditions de conservation des corps. Toutefois, on ignorait si la police avait retrouvé les propriétaires, s'ils allaient être mis en examen. Quand allait-elle s'intéresser à eux? N'oublions pas qu'il s'agit alors d'une affaire en cours et que la priorité pour la police, dans ces cas-là, c'est de protéger l'enquête.
Et donc, quand le shérif a déclaré haut et fort que les Halford s'étaient montrés coopératifs, eh bien en fait, ce n'était pas vrai. La vérité, c'est que quand l'agence de réglementation des sociétés a demandé à rencontrer John et Carrie Halford, ils ont pris la fuite en laissant tout derrière eux. Leur propriétaire a retrouvé des assiettes sur la table, ce qui indique qu'ils étaient partis à la hâte. Ils ont pris soin d'éteindre leur téléphone pour qu'on ne puisse pas les localiser. Les gens étaient furieux. Ils accrochaient des pancartes de couleurs vives sur le portail et la clôture de la maison funéraire pour dire « Où sont les Halford ?» En l'occurrence, ça faisait un moment qu'on essayait de répondre à cette question, mais on n'avait aucune piste, aucune idée de l'endroit où ils pouvaient se trouver. Et on se demandait si la police allait jamais les retrouver. À moins qu'elle sache déjà où ils étaient, mais qu'elle préfère attendre d'avoir davantage d'éléments pour les mettre en examen. Si toutefois elle prévoyait de le faire. La police se refusant à tout commentaire sur les Halford, les journalistes et les gens du coin décident alors de mener leur propre enquête. Quand l'affaire a éclaté, on s'est retrouvés un soir avec mes collègues pour en discuter. Puis on a commencé à fouiller sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'on a découvert que John Halford faisait du stand-up. Quoi? Hein? J'avoue que ça me laisse sans voix. Apparemment, il se déplaçait régulièrement pour faire le clown sur scène. Si j'avais le cœur à rire, j'en rirais, mais c'est pathétique. Ma journée a commencé par un CAD, un caca après la douche. Un caca après la douche, c'est quand tu sors de la douche, que t'es encore mouillé et que tu te torches avec ta serviette. Je suis humoriste. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui gobent toutes les conneries que je dis sur scène. En sachant que tu dis que des conneries. C'est vrai. C'est dingue. Ce type qui a passé la quarantaine, qui est marié avec des enfants et qui laisse des corps pourrir dans ses locaux, est également humoriste et fait du stand-up. Si vous voulez mon avis, il a un drôle de sens des priorités. Je serais curieux de voir ce qui l'amuse. J'ai des enfants, je suis une ancienne call girl et je suis pour le don d'organes. Non mais quel blaireau. Terrible. Il est pas drôle. Parfois, avec les autres parents de victimes, on s'autorise à rire de choses morbides, parce que c'est notre manière d'évacuer. On rit de choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Et si on nous entendait, on nous prendrait sûrement pour des fous. Mais son sens de l'humour à lui, je pense que ça mérite la perpétuité. Halford, qui est diplômé depuis 2010, semble très fier d'avoir repris le flambeau familial. Pour ce qui est du reste, il n'a pas de quoi se vanter. En 2006, il a 26 ans lorsqu'il tente de percer en politique, en se présentant au municipal de Muskogee, dans l'Oklahoma. Mais voilà qu'un drôle d'incident vient perturber sa campagne. Apparemment, un soir où des filles qu'il connaissait faisaient une soirée pyjama, Halford et un autre individu ont eu la brillante idée de faire irruption avec des cagoules sur la tête et des fusils d'assaut pour rire. Il faut être sacrément dérangé pour avoir l'idée de menacer des femmes avec un fusil d'assaut et trouver ça amusant. Il présente toutes les caractéristiques d'un psychopathe. Il semblerait, d'après un article, que John Halford ait plaidé coupable d'infraction et est reconnu avoir commis une erreur de jugement, qui lui a valu une légère punition et lui a coûté son élection. Quelques années plus tard, il a épousé Carrie et direction le Colorado. Leurs publications sur les réseaux sont grotesques. Je pense qu'il voulait donner l'image d'un couple parfait, de gens beaux et en parfaite santé. Ma femme a décidé de me quitter et de se trouver un autre mec. J'ai jamais dit ça. T'as dit quoi alors? Que j'étais allée chez le coiffeur. Ça revient au même. Ils postaient des photos de leurs vacances luxueuses, de leurs dîners extravagants à Las Vegas, de leurs opérations de chirurgie esthétique. Ils s'abritaient derrière cette façade, celle d'un couple heureux, qui gagnait très bien sa vie. Mais c'était que du vent. Viens! Non, merci.
Très bien. Dans ce cas, chacun son cercueil. Beaucoup de couples nous réclament des cercueils à 2 places, mais nous... J'ai besoin de place. Il adore se faire passer pour un playboy. Une des premières personnes de son entourage à me contacter a été sa maîtresse. Je m'appelle et j'ai entretenu une relation amoureuse avec John Alford pendant 1 an et demi. Mon père a appris qu'il avait un cancer en 2017 et il est décédé en 2019. Personnellement, je suis très à cheval sur le zéro déchet et le respect de l'environnement. Et c'est en faisant des recherches sur les obsèques vertes que je suis tombé sur Return to Nature. À l'issue de notre première rencontre, John a commencé à me bombarder de textos. Du genre, j'ai juste envie de discuter avec toi, de tout et de rien. Parle-moi de toi. Il trouvait n'importe quel prétexte pour me rendre visite. Une fois, il a proposé de m'apporter une bouteille d'eau. Véridique. On a commencé à échanger longuement et à se confier un tas de choses. John m'a avoué que c'était lui qui faisait le gros du travail en coulisses. Il disait qu'il avait à cœur de traiter les morts avec humanité. Plusieurs fois, il a laissé entendre que Carrie n'avait aucun scrupule à bâcler le travail pour augmenter leur marge. John me disait souvent qu'elle était diabolique, pire que Satan. Il me répétait que c'était un cauchemar de vivre avec elle. De son propre aveu, il se sentait souvent débordé par la quantité de travail au funérarium. Concernant les chambres froides, je sais qu'il les avait construites lui-même. Et je sais aussi que les compresseurs tombaient constamment en panne. Un jour où l'un de ces fameux compresseurs l'avait lâché, il m'a raconté qu'il avait été obligé de sortir tous les corps qui se trouvaient dans la chambre froide et de les répartir un peu partout dans la maison en attendant. Il m'a même envoyé une photo pour me montrer l'étendue du problème. John était très bricoleur, et quand c'était possible, il préférait fabriquer les choses plutôt que les acheter, parce que ça revenait moins cher. On sait que ces chambres froides défectueuses sont l'une des raisons principales pour lesquelles John Alford a laissé les corps pourrir à l'air libre. Et manifestement, cela faisait des mois qu'elles fonctionnaient très mal. Qu'attendait-il pour les réparer? Et pourquoi a-t-il confié toutes ces informations accablantes à sa maîtresse? Faut-il y voir une tentative bizarre de manipulation? Quand John a commencé à me dire qu'il envisageait de se séparer de Carrie, j'ai compris que c'était sa manière à lui de me faire des avances plus poussées. Quand vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, que vous venez de perdre votre père, et qu'un inconnu débarque et vous témoigne de l'intérêt, c'est dur de résister. Il venait souvent et on passait un moment ensemble. Puis, tout s'est emballé d'un coup. Un soir, il est passé, on a parlé d'énergie et de fréquence, de vibration. Et parce qu'on était comme 2 aimants, on a commencé à s'embrasser. Et ça a débordé. On s'est laissé emporter. Ensuite, il est parti précipitamment et il a commencé à m'ignorer. John est l'archétype du manipulateur qui trouve une cible, puis il lui fait croire qu'il partage ses intérêts et ses inquiétudes pour obtenir ce qu'il veut, avant de prendre la fuite. Puis, un jour, ma meilleure amie m'appelle et me dit
C'est quoi déjà le nom de la maison funéraire de John? Ça s'appelle Return to Nature. Pourquoi? Parce que le FBI a ouvert une enquête sur eux. Ça m'a brisé le cœur. Pour toutes ces victimes. Et en même temps, j'ai ressenti une sorte de soulagement. Parce que j'espérais vraiment qu'un jour son karma se retourne contre lui. Et ce jour était enfin arrivé. Mais alors, j'aurais jamais imaginé ça. Je voulais qu'il paye pour tout ce qu'il m'avait fait subir. Mais c'est injuste pour les victimes. Le fait que cet homme m'ait manipulé et m'ait poussé à baisser ma garde en me faisant croire qu'il avait des sentiments pour gagner mon amitié. Ça m'obsède. J'ai des flashs en permanence. Et je me dis que j'ai de la chance d'être encore là. Vivante. Qui sait ce qui aurait pu m'arriver à moi aussi? Je pense sincèrement qu'il est dangereux. On est manifestement en présence d'un véritable pervers narcissique, prêt à dire et à faire n'importe quoi pour parvenir à ses fins. Ce qui soulève un tas de questions sur son épouse. Était-elle au courant des dérives de son mari, au travail et en dehors? Beaucoup de gens semblent penser que John Alford est le seul fautif et que sa femme fermait les yeux pour ne pas le contrarier. Mais n'oublions pas que cette femme signait tous les documents. Cette femme nous a personnellement reçus dans son bureau. Elle nous a promis que nos morts seraient bien traités. Elle n'était pas dupe. Carrie Alford restait assise dans la voiture pendant que son mari transportait les corps à l'aide d'une brouette à Penrose. Elle faisait même des blagues du genre « Toute cette viande, ça m'a ouvert l'appétit. Tu peux me prendre un double cheeseburger avec des frites pour le dîner ?» Cela illustre bien la désinvolture et la légèreté avec lesquelles ils accomplissaient ces crimes. D'après le rapport du médecin légiste, certains corps retrouvés à Return to Nature pourrissaient là depuis 4 ans. Comment ont-ils pu échapper aux autorités pendant si longtemps? Eh bien, figurez-vous que la loi au Colorado pourrait étonnamment avoir joué en leur faveur. Dans le Colorado, aucune licence n'est nécessaire pour ouvrir un funérarium ou pratiquer la thanatopraxie, ce qui fait bien rire tous les gens de la profession, car ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi. La blague dans notre métier, c'est « si t'as foiré tes examens, va dans le Colorado » ou « si on t'a retiré ta licence, va dans le Colorado ». Malgré tout, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Il savait qu'il était en tort, mais ça ne l'a pas arrêté. C'est incompréhensible. Pourquoi? Première semaine de novembre, je me réveille pour aller travailler. Comme d'habitude, j'allume mon téléphone. Et là, j'ai une notification. John et Carrie Alford ont été arrêtés. Le FBI a fini par découvrir qu'ils avaient quitté le Colorado et qu'ils s'étaient réfugiés chez le père de John Alford dans l'Oklahoma. Ils ont donc foncé sur place. Ils ont embarqué John Alford et son épouse et ils les ont placés en détention à Wagoner, dans l'Oklahoma. Les Alford sont mis en examen pour blanchiment d'argent, faux et usage de faux, escroquerie, ainsi que pour maltraitance sur chacun des 190 cadavres retrouvés dans les locaux de Return to Nature à Penrose. Notez que vu le nombre de corps qui sont passés entre leurs mains, le nombre réel de victimes est probablement beaucoup plus élevé. Officiellement, je ne fais pas partie des victimes, Zach n'ayant pas été identifié. Alors que de mon point de vue, ils ont kidnappé mon fils. À ce jour, on ignore où il est et ce qu'ils ont fait de son corps. Mon fils a disparu.
parce que ces gens n'ont pas respecté leurs paroles. Et ça, c'est un crime. C'est pas parce qu'un corps n'a pas été retrouvé qu'aucun crime n'a été commis. On se retrouve dans une situation où on n'a que des questions et aucune réponse. On est tous des victimes de Return to Nature. Les Halford ont finalement été libérés sous caution. Et Heather de Wolf et Christina Page ont pris John Halford à partie devant le tribunal. Qu'avez-vous fait de mon fils? S'il vous plaît. Qu'avez-vous fait de mon fils? Qu'avez-vous fait de mon fils? Où est-il? Quand notre mère a poursuivi John Halford dans la rue pour lui demander ce qu'il avait fait du corps de Zach, je suis étonné qu'elle ait réussi à se retenir. Parce qu'à sa place, je lui aurais sauté à la gorge et je l'aurais mis en pièces. On a découvert par la suite qu'il vivait à l'hôtel et qu'il livrait des repas à domicile pour survivre. Quand je pense que ces gens sont libres comme l'air et peuvent se déplacer comme bon leur semble, et que chaque fois que je commande à manger pour ma famille, ces deux imbéciles sont susceptibles de sonner à ma porte. Ça me rend folle. Comment c'est possible, dans un pays comme le nôtre, que ces gens aient encore le droit de se déplacer librement parmi leurs concitoyens et d'avoir un emploi leur permettant potentiellement d'entrer en contact direct avec leurs victimes? Finalement, l'État leur a proposé un marché. S'ils acceptent de plaider coupables de maltraitance sur 190 corps, leur peine sera réduite à 20 ans de prison pour John Halford et 15 ans pour son épouse. Franchement, ça me met hors de moi. Prenons ne serait-ce que moi et les 5 autres mamans avec qui je suis devenue amie. Si on multiplie par 6 le nombre d'années que nos enfants ont passé à pourrir dans ce bâtiment, ça représente plus que les 20 ans qu'on leur propose. Je suis sûre que si on demandait à un jury d'écouter le point de vue des victimes et ce qu'on endure à cause de ces gens, les traumatismes qu'on a subis, je suis sûre qu'ils prendraient plus que 20 ans. Je suis farouchement opposée à cette mascarade. Je veux qu'il soit jugé. Beaucoup de questions troublantes restent en suspens. Pourquoi les Halford ont fait ça? Et où sont passés les corps qui n'ont pas été retrouvés? Il y a une explication potentielle. D'après sa maîtresse, John travaillait sur un procédé de crémation par l'eau, entièrement écologique, puisqu'au lieu d'incinérer les corps à haute température, on les dissout dans l'eau. John Halford envisageait-il de procéder à l'aquamation de tous ses corps à l'aide de sa machine faite maison? J'ai bien peur, malheureusement, qu'on n'obtienne jamais de réponse. John et Carrie Halford ont peut-être enterré des corps. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bien enterré la vérité. J'en fais des cauchemars. J'entends sa voix qui m'appelle. Mais j'ai beau chercher, je ne le trouve pas. Je n'arrive pas à trouver mon fils parce que je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Mais j'ai le droit de savoir. J'ai fait confiance à ces gens, je leur ai confié ce que j'avais de plus cher. Je leur ai confié la dépouille de mon fils. Je leur ai confié ces derniers instants sur Terre. On leur a tous fait confiance. Je pourrais jamais plus penser à mon fils sans penser également à ce que John et Carrie Halford lui ont fait. Ils ont dépouillé, et c'est le mot juste, nos morts de leur dignité. Pour les parents et les proches, l'ampleur du traumatisme est telle que, à moins de l'avoir vécu, on ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça que le fait d'avoir tissé des liens aussi forts avec d'autres parents, que je considère aujourd'hui comme des amis, est si important. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avancer ensemble.